Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Il y a quelques semaines sur mes différents réseaux sociaux, je vous ai demandé quel était le plat que vous aimiez manger quand vous étiez malade, celui qui vous apportait du réconfort, qui vous donnait l'impression d'aller mieux. Vous avez été très nombreux à me répondre, donc déjà merci à tous, mais surtout vous avez été très nombreux à répondre plus ou moins la même chose, et ça confirmait l'intuition que j'avais. Quand vous êtes malade, vous aimez bien boire un bouillon bien brûlant, avec parfois des légumes, de la viande et des pâtes. Et ben je sais pas vous, mais moi je trouve extrêmement curieux que quand on est malade, on ait tous envie de manger la même chose. Et je me demande pourquoi, d'où est-ce que ça vient. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ce bouillon de poule réconfortant. On pourra pas vérifier s'il a vraiment un impact sur la guérison étant donné que je ne suis pas malade, mais on va quand même apprendre beaucoup de choses. L'épisode du jour va nous emmener du côté de l'histoire, du côté de la cuisine, du côté de la médecine, et oui, tout ça, c'est parti. Ce qui va aromatiser le bouillon, ce qui va lui donner tout son goût concentré, c'est la carcasse du poulet dans laquelle il reste encore un petit peu des morceaux de viande, mais surtout des sucs. On peut même ajouter ce qu'on appelle les abattis, donc la tête, les pattes, le foie, le gésier, le cœur, etc. Mais pour ça, il faudrait travailler la volaille entière, donc la vider. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas très envie, on se sent pas très bien, donc on va plutôt utiliser les restes du poulet du dimanche. On va déjà commencer par retirer la viande qui reste. La carcasse, on va essayer de la couper en plus petits morceaux. J'ai retiré les ailes, j'ai coupé la carcasse en petits morceaux, et ça, ce sont les morceaux de viande qui restaient sur le poulet. On va pas les utiliser pour réaliser le bouillon, on va les utiliser après pour la recette, pour lui donner du goût. Donc je mets toutes les parures dans un faitout. On va verser 1 litre d'eau froide, une carotte coupée en gros tronçons, pareil avec une branche de céleri coupée en gros morceaux. Hop là. Et un petit oignon que je vais piquer de clous de girofle. J'ai clouté près du talon et pas près de la tête parce que si vous le faites ici, pendant la cuisson, les clous de girofle vont partir. Et un bouquet garni express avec seulement des queues de persil et 2 feuilles de laurier. On porte à petite ébullition. Il est possible que de petites impuretés remontent à la surface, pas de problème. On les retire simplement régulièrement avec un écumoire. Et on va laisser cuire à frémissement pendant 1 heure à découvert pour éviter de troubler le bouillon. Vous pouvez d'ailleurs rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure si ça descend trop vite. L'idée c'est quand même de conserver environ 1 litre à 1,5 litre de bouillon à la fin. On dit souvent que le bouillon de poule est une recette de grand-mère, donc j'ai voulu savoir à quand cette recette remontait et si on pouvait retracer précisément son apparition. Par chance, j'ai trouvé dans ma bibliothèque un livre bien utile qui nous apprend beaucoup, et à ma grande surprise, le bouillon de poulet n'est pas vraiment une recette de grand-mère, ni d'arrière-grand-mère, mais d'arrière, enfin, vous avez compris. Je n'ai pas réussi à dater précisément l'apparition des premiers bouillons de poule, mais on dispose d'une documentation assez fournie grâce au registre d'intendance des hôpitaux qui nous renseigne sur le régime alimentaire des malades, et ce, dès le XVIIe siècle. Car voici plusieurs siècles que dans les hôpitaux, on soigne aussi les malades avec de la nourriture. C'est d'ailleurs le premier réflexe des religieuses qui font office d'infirmières, tant il faut lutter contre la malnutrition. Et les malades, qui sont souvent très pauvres, sont plutôt bien lotis en arrivant à l'hôpital. On compte près de 3000 calories quotidiennes par malade à Caen au début du XVIIIe siècle et près de 2000 à Toulouse au début du XVIIe siècle. Et peu importe qu'on soit en situation de famine ou d'abondance, l'hôpital, quand on est pauvre, reste un lieu où l'on mange bien par rapport à son quotidien. Et ça fait plutôt bizarre de dire ça aujourd'hui si vous avez déjà goûté les plateaux repas de l'hôpital. On trouve tellement de réconfort à l'hôpital que les pauvres cherchent à y entrer par tous les moyens, surtout s'ils sont bien portants. Et ceux qui y sont admis, ils n'ont pas vraiment envie d'en sortir, même quand ils sont guéris, forçant alors les personnels administratifs à faire la chasse aux faux malades, comme à Avignon ou Bordeaux au cours du XVIIIe siècle. Il faut dire que les règlements des hôpitaux sont plutôt favorables aux malades, les autorisant à manger ce qu'ils veulent, autant qu'ils veulent, car l'on croit alors qu'un corps bien nourri est plus à même de se défendre tout seul. Une intuition plutôt juste d'ailleurs, mais qui conduit souvent les infirmières à gaver les malades comme des oies du Nouvel An, aux grandes dames des médecins qui s'inquiètent d'un tel passage d'une sous-alimentation chronique à une suralimentation.
La controverse, si l'on peut l'appeler ainsi, entre religieuses et médecins finira toutefois par être remportée par ces derniers, et c'est ainsi que va progressivement s'imposer un régime alimentaire plus léger. Dans ce cadre thérapeutique, le bouillon devient alors le meilleur moyen de concilier les deux visions opposées, à la fois nourriture liquide qui plaît et rassure les médecins, et décoction réconfortante qui conforte les religieuses dans leurs croyances thérapeutiques. Il va progressivement devenir la nourriture de base du malade, administrée plusieurs fois par jour depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Le bouillon à 6h du mat, pas sûr que ce soit rendre beaucoup service. Derrière le mot de bouillon, il faut en fait voir plusieurs préparations plus ou moins liquides, depuis l'eau de poulet, comme on appelle ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, jusqu'à des tisanes ou différentes bouillies. Chaque hôpital, chaque région fait en quelque sorte sa petite popote, en y ajoutant parfois des céréales bouillies comme de l'orge ou du millet, des légumes et différentes viandes, du mouton, du bœuf, mais le plus souvent de la volaille. À tel point que dans les registres de comptabilité, le coût annuel des volailles est parfois presque équivalent aux dépenses de personnel, forçant alors les hôpitaux à embaucher des volaillers dont la mission est d'élever directement sur place, dans la cour de l'hôpital, les poulets qui finiront dans l'assiette des malades. Ça sent super bon. Tous les sucs de la viande, tous les sucs des légumes, ils se sont lentement échappés, ils se sont diffusés et ils ont été captés par l'eau qui maintenant contient tous les goûts du poulet et des légumes. Et c'est ce petit nectar qui nous reste maintenant. Et maintenant, en utilisant un chiffon propre, on va filtrer le bouillon. Comme ça, on va capturer les dernières petites impuretés et on aura un bouillon complètement limpide. Ce bouillon, vous pouvez le faire refroidir, le faire congeler, ça vous servira par exemple à faire des risottos, des ramen, etc. Nous, on va continuer la recette parce qu'il faut qu'on fasse ce bouillon de poulet réconfortant. Si l'on a répondu à la question « Depuis quand donne-t-on du bouillon de poulet aux malades ?», une question reste en suspens. Qui a eu cette idée de génie, un jour, d'y ajouter des petites pâtes régressives? La réponse pourrait paraître assez simple. Depuis que l'industrie agroalimentaire a inventé les vermicelles et les pâtes alphabet gros malin. Mais en fait, cette pratique remonte à beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas faite en un jour. La consommation de pâtes alimentaires en Europe est globalement courante depuis le XIIIe siècle. Et avant que l'industrie agroalimentaire ne crée certaines formes assez funky, comme les farfales ou les coquillettes, il existe deux principaux types de pâtes. Celles en feuilles, plates, de très larges comme les lasagnes, à moins larges comme les tagliatelles, et les pâtes en filaments beaucoup plus fines et allongées comme les macaronis dont est friand le polichinelle de la commedia dell'arte, les spaghettis et les vermicelles. Toutefois, ces pâtes sont réalisées à partir de semoule de blé dur, qui reste un produit d'importation, donc relativement cher en raison des coûts de transport. C'est pour ça que jusqu'au début du XVIIIe siècle, les cuisiniers préfèrent utiliser d'autres céréales comme le riz ou l'orge pour donner de la consistance au bouillon. Mais si les vermicelles ont du mal à gagner en popularité, est-ce seulement une question de prix? On peut en effet se poser la question car le riz qui est consommé à l'époque a une saveur qui n'a rien à voir avec celui qui aujourd'hui garnit votre burrito. Il voyage par bateau très longtemps, donc quand il arrive à bon port, il est souvent très salé. On fait avec donc, mais d'un point de vue gustatif, s'il existait une alternative plus neutre en goût, comme les pâtes à la semoule de blé par exemple, on trouverait des moyens de l'adopter plus massivement. Et pourtant, pendant longtemps, ce n'est pas le cas. L'une des hypothèses que l'on peut faire, c'est que les vermicelles, en raison de leur forme et de leur nom, soient trop assimilées à des parasites, à une époque où, pour adopter un aliment, les représentations mentales comptent autant que des arguments très concrets comme le prix ou le goût. En effet, les dictionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle leur donnent plus ou moins tous la même définition. Pâte en forme de vermisseau pour l'un, long filet qui ressemble à des vers pour l'autre. Clairement pas le meilleur moyen de vendre le produit. Mais malgré tout, difficile de croire que c'est une raison suffisante, voire qu'elle ait provoqué du dégoût tout court. Donc, le mystère reste entier. Ce qui est le plus probable, c'est que les vermicelles se soient progressivement installés dans le paysage culinaire d'Europe occidentale, un peu comme n'importe quel plat étranger, comme les sushis aujourd'hui. Des entreprises locales démarrent une production locale, ce qui contribue à faire chuter les prix, donc augmenter la demande. Les registres d'intendance des hôpitaux nous renseignent d'ailleurs plutôt bien sur ce point. À l'Hôtel-Dieu de Carpentras, mais aussi à Genève, les commandes de vermicelles ne cessent de monter dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour atteindre les 100 kg par an en 1768. Même s'il s'agit souvent d'ersatz de vermicelles moins chers, réalisés à partir de farine de blé tendre.
Oui, à l'époque, on faisait déjà du premier prix. Et c'est comme ça, donc, à ma grande surprise, que je découvre que ce plat, que je mange quand je suis malade, parce que je suis persuadé qu'il me réconforte, est en fait un plat que plusieurs générations de malades avant moi ont consommé pour les mêmes raisons. C'est vertigineux. On va faire pocher quelques morceaux de blanc de poulet directement dans le bouillon. On assaisonne maintenant un petit peu de sel, quelques grains de poivre noir entier, quelques petits champignons japonais shiitake. Hop là! Et l'ingrédient secret sans qui ce bouillon ne serait absolument pas réconfortant, les pâtes alphabet. Il reste plus que quelques minutes de cuisson pour les pâtes et je vais ajouter maintenant le dernier ingrédient, des petites feuilles de chou pak choi. Juste pour qu'elles ramollissent et qu'elles donnent un petit peu plus de texture au bouillon. Tellement de parfum. Et pour finir, la petite touche croquante des graines de sésame. Depuis plusieurs générations, visiblement, le bouillon de poulet est consommé pour redonner du tonus à un corps malade. Mais est-ce juste une croyance populaire, un pur placebo qui se serait transmis de génération en génération, ou est-ce qu'il y a dans le bouillon de poulet des substances, des principes actifs ou que sais-je, qui ont une action vérifiée dans le processus de guérison ? Pour répondre à cette question, il faut décomposer le bouillon en deux. D'une part, est-ce qu'une alimentation liquide, légère, comme les bouillons, aide à aller mieux? Et d'autre part, est-ce que tous les bouillons sont égaux? Ou est-ce que le bouillon de poulet, précisément, a une action particulière dans la guérison? Et si oui, laquelle et pourquoi? On admet communément qu'une alimentation liquide, légère est plus facile à assimiler par l'organisme. Pour ceux qui ont perdu l'appétit, l'ingestion est facilitée, la digestion aussi, elle est accélérée, ce qui permet à l'organisme d'économiser de l'énergie pour se concentrer sur les vraies priorités, lutter contre l'infection qui vous met grave dans le mal. Mais attention, manger léger ne veut pas forcément dire manger peu ou vous mettre sévèrement à la diète. Hormis pour certaines infections qui nécessitent un régime alimentaire précis, et votre médecin ne manquera pas de vous le préciser, je pense à la gastro notamment, il faut quand même donner de l'énergie au corps et éviter de l'affaiblir plus qu'il ne l'est déjà. Là-dessus, les médecins du XVIIe siècle ont vu plutôt juste en recommandant de manger suffisamment. Toute la subtilité étant dans ce qu'on met derrière ce mot de suffisamment. Dans ce cadre-là, le bouillon a de nombreuses qualités. Il est essentiellement liquide, donc facilement assimilable par l'organisme, relativement peu gras si vous suivez la recette du jour, donc il limite les désagréments liés à la digestion, et avec un peu de légumes, de pâtes et de poulet, il est équilibré et suffisamment consistant tout en limitant l'énergie que vous allez passer à le manger. Avec 42 fièvres, pas sûr que couper et mâcher un steak bien saignant soit une activité qui vous réjouisse. Il va également vous réhydrater, ce qui est important si vous avez de la fièvre et que vous laissez des énormes auréoles de sueur la nuit sur votre oreiller, et si vous avez le nez bouché, boire un bouillon bien brûlant peut vous aider à très court terme à décongestionner les voies nasales. Une fois qu'on a exposé tous les bienfaits du bouillon, on serait tenté de croire à ses vertus miracle. Il suffirait de mettre un morceau de poulet dans de la flotte pour que tous les nutriments qu'il contient, acides aminés, minéraux, collagène, etc., se diffusent lentement dans le bouillon pour être assimilés par l'organisme, lui permettant d'aller mieux, voire carrément de lutter contre les infections en remplacement d'une solution médicamenteuse. Pardonnez-moi de péter l'ambiance, mais ça sent le bullshit. Des chercheurs se sont déjà penchés sur la question, et ce, dès les années 30. Parmi les études scientifiques les plus connues, si l'on peut dire, et il n'y en a pas beaucoup, figure une menée en 2000 par l'université du Nebraska qui cherchait à voir l'action du bouillon de poulet sur la réponse inflammatoire, c'est-à-dire la réaction de l'organisme à une infection. Les chercheurs ont trouvé que certains composants présents dans le bouillon de poulet qui a servi à l'étude limitaient la migration des neutrophiles, un certain type de globules blancs qui interviennent dans la réponse inflammatoire, ce qui pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires. Beaucoup de conditionnel malgré tout, car les biais et les limites de cette étude sont nombreux. Elle a été réalisée en laboratoire, donc pas avec des vrais humains, et les chercheurs qui ont mené l'étude ont été incapables de dire quels composants du bouillon ont eu cette action sur les neutrophiles. Ça peut venir du poulet, mais également des autres ingrédients présents dans la recette de l'étude. Elle comportait notamment du panais, de la carotte et des oignons.
Il n'y a pas beaucoup d'autres études ultérieures, un chouïa sérieuses sur le sujet qui sont aujourd'hui disponibles. Sans doute parce que les chercheurs ont un petit peu autre chose à foutre. En l'état des informations scientifiques aujourd'hui disponibles, et à moins que de futures études viennent dire le contraire, il semble donc que le bouillon de poulet n'ait pas véritablement d'impact sur la guérison, en tout cas pas plus que d'autres aliments. Toutefois, s'il ne vous remet pas sur pied comme par magie, ça ne veut pas dire qu'il est inutile, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. S'il ne va pas vous faire autant de bien qu'un médicament qui va lutter contre l'infection, il ne vous fera en tout cas aucun mal. Mais clairement, si vous tombez sur un site internet ou un médecin qui vous promet de vous guérir de la grippe ou de l'angine avec du bouillon de poulet, méfiance. Comme si ce petit détour par l'histoire et la médecine ne suffisait pas, j'ai cherché si le bouillon de poulet avec des pâtes, en attendant qu'on lui trouve un petit nom approprié, était une recette purement européenne. Et ben devinez quoi, il se trouve que sur tous les continents, et possiblement dans tous les pays du monde, il existe une recette qui associe du bouillon de poule à de la viande, des légumes et des pâtes. En Chine et au Japon, ces soupes ressemblent le plus à ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans les pays scandinaves, germaniques et les pays de l'Est qui ont une forte culture juive ashkénaze, on y ajoute des pâtes, mais sous la forme de boules, de raviolis. On en mange aussi au Portugal, en Roumanie, en Grèce, en Pologne, en Italie, de l'autre côté de l'Atlantique, au Mexique, en Colombie et au Brésil, les recettes traditionnelles utilisaient du riz, du maïs ou des pommes de terre avant que le blé ne soit introduit. En Asie du Sud-Est, Indonésie et Philippines, ces soupes semblent être le trait d'union entre l'influence asiatique des bouillons épicés et celle européenne due à la colonisation des bouillons bien charpentés qui calent le bide. Et même en Afrique, des variantes de la célèbre shorba ajoutent du poulet pour une recette moins grasse, comme en Tunisie. Je ne suis donc pas tout seul à me tourner vers cette soupe quand je suis malade, mais nous sommes peut-être des centaines de milliers, voire des millions, initiés par nos parents, nos grands-parents à cette recette doudou. Et c'est au final très impressionnant de voir qu'il existe des plats qui traversent autant les frontières du temps et de l'espace en s'adaptant aux réalités économiques, climatiques, culturelles, mais qui ont tous à un certain moment la même finalité, réconforter, faire plaisir, aller mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à une question que vous vous êtes déjà posée sur le bouillon de poule, et puis même si vous ne vous l'avez jamais posée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit partage, on partage cette vidéo à tout internet pour faire connaître cette chaîne. C'est un nouveau format que je teste, un peu moins centré sur les recettes, mais un peu plus porté sur la réflexion pour essayer de comprendre pourquoi on mange certains plats et pas d'autres. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours dans les commentaires sur la forme, est-ce que c'est trop rapide, trop dense, trop lent, ou trop chiant, que sais-je. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je veux pas m'avancer mais je pense bien à vous. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.